Des structures de l'État de Côte d'Ivoire et des ONG veulent lutter contre l'insécurité au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Un atelier a eu lieu ici à Abidjan sur la question. Une initiative du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, le WADEP. Se coiffer et lire en même temps, c'est possible. Cette opportunité est donnée à toutes les femmes à travers le projet Opération Femmes et Lecture du ministère de la Culture et de la Francophonie. En Afrique du Sud, Jacob Zuma a fait sa première apparition publique hier samedi après la publication du rapport explosif de l'ex-médiatrice de la République, Toulish Madonsela. Nous en parlons dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre sur RTI 1. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'orientation des élèves en seconde, de l'affectation des écoliers en 6e et de bourse scolaire de la 6e à la terminale. Est-ce qu'elle existe encore, cette bourse scolaire? Quand et comment est-elle payée? Notre invité est M. Ayokwe Kobon Jérôme, directeur de l'orientation et de la bourse au ministère de l'Éducation nationale. Il va répondre à nos préoccupations. M. Ayokwe Kobon Jérôme, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour l'entretien. Bonjour M. Alvarsa et merci pour l'invitation. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. En attendant, nous découvrons le contenu de l'actualité en Côte d'Ivoire et dans le monde pour mieux assurer la protection des personnes et des biens et le maintien de l'ordre. 4 nouvelles légions de la gendarmerie nationale mobile viennent d'être créées à Korogo, à Dalou, à Yamoussoukro et à Bouaké. Avec ce dispositif sécuritaire, la gendarmerie entend faire face aux défis sécuritaires de ces zones. Abou Sanogo. La gendarmerie nationale renforce son dispositif sécuritaire. 4 légions mobiles viennent de voir le jour à Korogo, Yamoussoukro, Daloa et Bouaké pour assurer la protection des personnes et des biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre. Ce nouveau dispositif, en plus de renforcer le lien armée-nation, va favoriser une proximité de la chaîne de commandement avec les théâtres d'opération. Il sera donc gage de tranquillité et de quiétude des populations des régions de Daloa, Yamoussoukro, Korogo et Bouaké. C'est dans le cadre de ces réformes que les 4 légions mobiles ont été créées en vue de mieux adapter notre maillage du terrain à l'environnement social et aux nouveaux défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. Cette réorganisation s'inscrit également dans un contexte caractérisé par des impératifs de rapprocher davantage la gendarmerie nationale de sa population afin d'accroître son efficacité sur le terrain. Les commandants des légions installés ont réaffirmé leur volonté et leur détermination à faire face aux défis sécuritaires des zones sous leur responsabilité. Notons que ces nouvelles entités ont été créées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2016-2020. Nous vous le disions dans nos titres, des structures de l'État de Côte d'Ivoire et des organisations non gouvernementales veulent lutter contre l'insécurité au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Un atelier a eu lieu ici à Abidjan sur la question et c'est une initiative du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, le WADEP. Georges Ibrahim Tunkara, Abou Sanogo. La frontière Côte d'Ivoire-Libéria. Une zone qui fut pendant des années la cible de plusieurs attaques perpétrées par des bandes armées en provenance de la frontière avec le Libéria et qui ont fait plusieurs victimes en terre ivoirienne. Mais grâce à la volonté affichée par les dirigeants des 2 pays, la situation s'est nettement stabilisée. Une stabilité à mettre également à l'actif de certaines ONG et structures gouvernementales de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Ainsi, les 23 et 24 mars 2015, les représentants de ces structures et ONG se sont retrouvés à Accra, au Ghana, pour une session de dialogue sur la recherche de solutions communes pour améliorer la sécurité le long de la frontière entre les 2 pays. 18 mois après cette rencontre, la partie ivoirienne s'est donc retrouvée pour faire le point sur l'état d'avancement des engagements pris dans la capitale ghanéenne. Il y a eu des engagements qui ont connu des débuts d'exécution. Ces engagements sont un peu nombreux. Mais par contre aussi, il y a eu des engagements qui n'ont pas connu de début d'exécution. Nous sommes en train de plancher pour voir ceux qui n'ont pas été réalisés, pour savoir les causes
et puis pour voir les perspectives d'avenir pour pouvoir améliorer la situation. Au cœur de la stratégie mise en place à Accra par les parties ivoiriennes et ghanéennes, les acteurs locaux de consolidation de la paix dans les régions frontalières. Il est important de le relever parce que la situation de 2012 à 2015, tous ceux qui ont fourni des efforts, donc les forces de l'ordre, les différentes forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, il y a aujourd'hui une synergie d'efforts qui a donné aujourd'hui un résultat de pacification de la région. Les participants à la rencontre d'Accra s'étaient notamment engagés à aider les forces de sécurité et de défense dans le domaine du renseignement, l'identification des bandes et groupes armés et le développement de mécanismes communautaires pour la paix et la sécurité. Parlons maintenant du village Marchou, situé à 5 km de Bingeville. Il porte le nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre. À sa création, il y a de cela 70 ans, le village comptait des centaines de malades. Mais quel visage présente-t-il actuellement? Franck Quadio pour la réponse. Des doigts et des orteils emportés, des visages déformés par la lèpre. Nous sommes à Marchou, village situé à 5 km de la ville de Bingeville. Créé dans les années 40, ce village tire son nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre. Par le passé, vous savez que la lèpre était une maladie un peu honteuse. En face d'Abata, il y a une île là-bas. C'est là-bas les parents étaient avant. Pour que le médecin aille là-bas les soigner, il y avait un problème. Il fallait avoir une bonne embarcation pour que le médecin arrive là-bas. Raoul Fouloro est venu là, il a trouvé que non. Le médecin, c'était des Européens à ce moment, qui allaient venir traverser chaque fois, et puis souvent, il ne trouvait pas de personne, et puis ils repartaient. Donc il fallait que les gens viennent sur ce site actuel. Il y a quelques années, Marchou abritait une centaine de malades de la lèpre. Mais aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns. Aujourd'hui où je parle, sur les 400 malades que nous avons, qui étaient là avant qu'ils ne soient nés, aujourd'hui il ne reste que 10 malades. Mais toute la population que vous voyez aujourd'hui, actuellement, nous sommes les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui forment le village aujourd'hui. À sa création, c'était un village modèle. Mais aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même, car confronté à d'énormes difficultés, notamment l'accès au village, un véritable parcours du combattant. Quand il pleut fort, et même le pont, là-bas est inondé, et ici même c'est plus grave. Il y a des endroits où l'eau reste beaucoup. On ne parle pas de bitume, simplement la terre rouge pour permettre aux véhicules de rentrer facilement. Autre préoccupation pour les populations, les latrines du village dans un état qui laisse à désirer. Alternative à trouver, se soulager dans la lagune. Le jour qu'on reconstruit le village, ils ont fait 2 toilettes. Quand c'était plein, quand ça remplissait, on emmenait un véhicule pour pomper. Mais c'est rempli jusqu'à c'est débordé. Donc ça dit qu'on ne peut plus même aller aux toilettes là-bas. Donc j'ai oublié d'aller au bord de la lagune, quelque part, pour mettre à l'aise. Les populations de Marchou ont désormais le regard tourné vers les personnes de bonne volonté pour sortir de cette léthargie. Et toujours dans le domaine de la santé, la campagne de démoustication dans la zone d'Abidjan Sud qui a débuté le 18 octobre dernier est entrée depuis quelques jours dans sa phase active. Actuellement, les agents du Programme national de lutte contre le paludisme et de l'Institut national d'hygiène publique unissent leurs forces pour détruire les gîtes larvaires. Suivant ce reportage de Delphine Blas. Enthousiastes et déterminés, ces hommes mandatés par le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, ont une seule mission ici, dans le quartier derrière Waf de Port-Boué, empêcher que les moustiques ne se développent. Cette étape est la deuxième après la phase de sensibilisation. Ici, tout ce qui est susceptible de retenir de l'eau sale est déclaré gîte larvaire potentiel, nid de moustiques. Et au passage des équipes, il est physiquement détruit. Dans les habitations, comme ici dans les maraîchers, tout est passé au peigne fin. En août 2016, Madame la ministre a procédé au lancement de la destruction des gîtes larvaires et des moustiques dans un certain nombre de quartiers de la ville d'Abidjan. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire une mobilisation sociale
de rencontrer les populations et de leur dire que le moustique se développe à proximité de leur lieu d'habitation. Par la suite, nous procédons à la destruction de ces gîtes larvaires. Derrière WAF est à la deuxième phase de la campagne de démoustication. Après la destruction physique des gîtes larvaires viendra la dernière étape, la fumigation, qui est celle qui consiste à tuer les moustiques adultes, comme ici à Trècheville. Des populations heureuses, les moustiques vont plus perturber leur nuit. Mais la fumée n'est toujours pas sans désagrément. Éternuement et tout sont aussi au rendez-vous. Nous avons des produits qui sont destinés à l'hygiène publique, qui sont formulés avec des coformulants qui ne sont pas dangereux pour la population. L'opération de démoustication dans les communes d'Abidjan Sud a démarré le 18 octobre dernier et va s'achever le 29 novembre 2016. Delphine Gla, le conseil régional de Lamé lui va au secours de l'hôpital général d'Akoupé. Il a offert du matériel biomédical à cet hôpital qui en a besoin, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Une ambulance médicalisée, une couveuse, un groupe électrogène, du matériel biomédical, c'est le don du conseil régional de Lamé à l'hôpital général d'Akoupé. Coût du don, 100 millions de francs CFA. La cérémonie de remise du don s'est déroulée à la préfecture d'Akoupé à la grande satisfaction des autorités politiques, administratives et de la chefferie traditionnelle. Par ce don, le conseil régional de Lamé entend relever le plateau technique de l'hôpital général d'Akoupé et œuvre ainsi pour le bien-être des populations des 4 départements de la région, Adzopé, Akoupé, Yakassé Tobrou, Alépé. Le directeur de l'hôpital et le préfet d'Akoupé ont salué le geste du conseil régional qui apporte un réel soulagement aussi bien au personnel soignant qu'aux populations du département. Le centre d'urgence de secours de Dionège a reçu un important lot de matériel d'intervention, un don du conseil régional. Et nous allons rester avec Thérèse Tapeyoboué pour en parler. Bonga et Sérédéni 2 sont des localités du département de Séguélon, région du Kabadougou. Les populations de ces 2 localités viennent de recevoir du conseil régional un foyer polyvalent pour les jeunes de Bonga et un moulin pour les femmes de Sérédéni 2. Coût de ces dons, 18 millions de francs CFA. Pour Koné Souleymane, président du conseil régional du Kabadougou, ce foyer polyvalent doit servir de cadre d'instruction et de formation des jeunes de la sous-préfecture de Bonga. À Sérédéni 2, après la réception du moulin, le chef et la présidente des femmes du village ont exprimé leur gratitude au donateur qui a déjà offert 6 moulins aux femmes du département. Des doléances ont été présentées au président du conseil régional dans ces 2 localités, notamment la construction d'un pont entre Bonga et Karabiri, de l'achèvement des travaux du collège et de la résidence du sous-préfet de Bonga, la réhabilitation et l'affectation d'enseignants dans les écoles primaires de Sérédéni 2. Koné Souleymane a promis de soumettre toutes ces doléances au conseiller pour avis. La ville d'Agboville enregistre depuis quelque temps plusieurs accidents de la circulation malheureusement, accidents dus souvent aux motocyclistes. La jeune chambre internationale d'Agboville a donc décidé de sensibiliser les motocyclistes de cette localité. Kwasi Mamadou. Depuis quelques années, les villes ivoiriennes connaissent une floraison de mototaxis et aussi de transport à moto à titre personnel. Ce phénomène de moto en ville et en campagne est la cause de nombreux accidents de la circulation. Et le département d'Agboville n'est pas en reste de ce fléau. Plusieurs cas d'accidents sont enregistrés chaque année avec des pertes en vie humaine et des blessés graves. Tout ceci à cause de l'ignorance et le non-respect du code de la route et le manque de casques. La jeune chambre internationale d'Agboville va en guerre contre ce phénomène. Elle lance l'opération « Je tiens à ma vie, je porte mon casque ». Une campagne de sensibilisation destinée à l'endroit des usagers de la moto. Il s'agit pour le président local de la Jeune Chambre internationale d'Agboville et son équipe de sensibiliser la population afin de réduire le nombre de décès et assurer la prise en charge des blessés. L'initiative est saluée par la représentante du président national de la Jeune Chambre internationale ainsi que les autorités locales. Elles ont toutes souhaité que cette campagne s'étende à tous les départements d'Agboville et même à la région de la Niébi-Tiassa
pour réduire le taux d'accident dû aux motocyclistes. Il faut rappeler que la ville d'Agboville à elle seule a enregistré pour cette année 2016 une vingtaine d'accidents de moto avec 5 cas de décès. Elle est tout à fait autre chose à présent. La 3e édition des journées géologiques a eu lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Enseignants et étudiants des facultés des sciences de la terre et des ressources minières se sont retrouvés pour faire le bilan de leurs activités. Eric Goré. Étudiants et enseignants de l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières réunis à cette 3e édition des journées des sciences géologiques. À travers ces jours des scientifiques, les acteurs des sciences veulent mettre à la disposition du secteur économique de la Côte d'Ivoire des atouts de la recherche scientifique. Les sciences de la terre aujourd'hui constituent un pilier essentiel de l'économie de la Côte d'Ivoire. Former les citoyens ivoiriens, des chercheurs, des enseignants-chercheurs capables de prendre en charge toutes les questions qui touchent à la problématique des mines, mais également du pétrole dans notre pays. Des expositions ont permis à l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières de faire découvrir des roches et des minéraux. Cette roche est appelée schiste. Elle a plus de 3000 ans d'existence. À celle-ci s'ajoutent d'autres pierres précieuses, résultat de la recherche scientifique. Un hommage est donc rendu au premier enseignant de la faculté des sciences de la terre de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Ignace Yassé est une personnalité au service de l'université Félix Houphouët-Boigny depuis 1961. Un amphithéâtre porte désormais son nom. Le récipiendaire est reconnaissant. Merci, 1000 fois, merci et encore merci. La 3e édition des journées géologiques a pour thème « Sciences de la Terre au service du développement en Côte d'Ivoire ». Le chapitre religion de cette édition, dans quelques années, le diocèse de Grand Bassam aura sa cathédrale. En attendant la fin des travaux, l'évêque du diocèse a inauguré le presbytère de la paroisse. L'édifice a coûté plus de 350 millions de francs CFA et c'est le fruit des efforts consentis par les fidèles chrétiens catholiques. Serge Colliard. En ce 31e dimanche du temps ordinaire, les fidèles chrétiens de la paroisse à Saint-Esprit de Mokéville célèbrent un événement. Il s'agit de l'inauguration du presbytère de la future cathédrale Saint-Esprit de Mokéville. Les clés de l'édifice religieux ont été remises à l'évêque du diocèse de Grand Bassam. C'est la maison du peuple de Dieu. Pour la cathédrale, nous allons continuer de faire les efforts et le Seigneur, détenteur du bon génie, va nous aider. Le presbytère, bâti sur une superficie de plus de 450 mètres carrés, est estimé à 350 millions de francs CFA, constitué essentiellement de dons des paroissiens de Mokéville. C'est une fierté d'avoir accompagné les chrétiens par nos prières, bien sûr, à réaliser cette œuvre. Mais une fierté qui vient du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui fait toutes choses belles et grandes. Et donc, fierté, reconnaissance en ce Dieu qui nous donne l'énergie, la force de pouvoir réaliser ce qui est bon, ce qui est grand. L'ouvrage comprend un rez-de-chaussée et un étage avec une dizaine de chambres, 2 oratoires et 2 bibliothèques. Le Festival international de la mode islamique, on en parle maintenant. Cette activité culturelle pour promouvoir la mode islamique va réunir plusieurs stylistes d'autres pays africains. Au menu, des conférences, des expositions et un défilé de mode. Moussa Kodaté. Le voile, les bras et les pieds couverts avec cette tenue dans un style moderne et tendance. L'accoutrement en islam dans une autre facette, la version des stylistes et créateurs de mode. C'est ce à quoi l'on peut s'attendre au Festival international de la mode islamique, une activité culturelle pour promouvoir le port de vêtements répondant aux principes de la religion musulmane. On se rend compte que c'est la mode ordinaire qui est là. Par contre, il y a certaines dames qui sont amoureuses de la mode décente. Donc, comment faire pour pouvoir combler ce vide et apporter cette innovation? Nous avons de grands stylistes ici, talentueux, qui peuvent mettre leur service à la disposition de ces dames. Donc, on a voulu créer ce concept nouveau pour permettre à nos stylistes de montrer leur savoir-faire pour pouvoir habiller la femme musulmane voilée, pour lui permettre de se présenter dans la société
correctement avec un style de vestimentaire acceptable. Le Festival international de la mode islamique est à sa 4e édition. Il se tiendra du 26 au 27 novembre 2016 à Abidjan. L'innovation cette année, c'est la participation d'acteurs de mode d'autres pays africains. L'événement sera meublé par des expositions, des conférences et un défilé des créateurs de stylistes modélistes. La 6e édition du Festival international du théâtre d'Abidjan FITA se déroule à Yopougon et au Sénac Café Théâtre à Trècheville. Le thème, le théâtre, facteur de cohésion sociale et de développement en Afrique. Issaïe Ochodan. Les hommes des planches à l'honneur à l'occasion de la 6e édition du Festival international du théâtre d'Abidjan FITA. Pendant 5 jours, le public a la possibilité d'apprécier les pièces des différentes troupes d'ici et d'ailleurs. La comédienne de la compagnie Coco Théâtre du Bénin donne le ton à travers le spectacle Bête tactique à la rue des Pingouins, une pièce qui pose le problème de la mondialisation. Le patois a l'image que le jette le miroir. Ici au cinéma, le réalisateur suffira d'un instant à l'autre coupé. C'est dans la voix des enfants. Et je retournerai me coucher dans ma vie avec des garçons. Le FITA, initié par la compagnie Siamois Expression, vise à donner une place de choix au théâtre tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Le théâtre était très en baisse en Côte d'Ivoire. Donc il fallait un festival pour réveiller le théâtre et éveiller les consciences. C'est grâce au théâtre qu'on s'exprime, qu'on arrive à réunir plusieurs peuples aujourd'hui. Il n'y a que des festivals pour faire vivre le théâtre dans tous les pays. Je suis là pour essayer de rencontrer, de voir des spectacles d'abord et voir qu'est-ce que je peux avoir pour ma structure, quelles sont les collaborations qu'on peut avoir pour de futures créations et comment je peux recevoir des spectacles au niveau du Burkina Faso. La France, le Maroc, le Bénin, le Burkina Faso sont entre autres les pays qui prennent part à ce rendez-vous des planches en terre ivoirienne. Autre information dans cette édition. Après 31 ans d'interruption, le peuple Brong célèbre la Daye Kessia pour rendre hommage à son roi et c'était en présence de notre reporter Vénance Herman Niami. Regardez. C'est à Tabagnon, à Bondoukou, que les fils et filles de la région du Gontougo et de toute la Côte d'Ivoire vont converger pour célébrer la Daye Kessia. Étape très importante de la culture Bron, la Daye Kessia, qui est la fête des rois, est le tout premier conseil du royaume et marque l'unité du peuple Bron. C'est la première grande retrouvaille de l'année pour tous les Brons. Ainsi, du 15 au 17 novembre prochain, les différents chefs du royaume Bron viendront faire allégeance à leur roi. Comme nous sommes en début de l'année, donc le premier conseil de l'année est suivi vraiment d'une grande fête. C'est pourquoi nous disons à Daye Kessia. Sinon, il y a la Daye qui se fait chaque 42 jours. Tous les chefs de province, les chefs de canton, les chefs de division militaire seront tous réunis auprès du roi pour dire qu'ils sont avec lui. La célébration de la Daye Kessia a été interrompue il y a aujourd'hui 31 ans pour diverses raisons. À cette conférence de presse qui marque le lancement de l'événement, le représentant du roi des Brons lance un appel à la mobilisation. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est en venant à la fête qu'on apprend, c'est en venant à la fête qu'on se forme. Donc tout le peuple à Bron et tout homme épris de culture est invité à cette grande cérémonie. Plusieurs activités vont meubler ces festivités, entre autres des ateliers scientifiques, des exhibitions des troupes de danse traditionnelles, des expositions d'objets patrimoniaux, des parades de la chefferie traditionnelle, des dégustations des mets de la région et des circuits touristiques. Autre titre de cette édition, se coiffer et lire en même temps, c'est possible. Cette opportunité est donnée à toutes les femmes à travers le projet Opération Femmes et Lecture du ministère de la Culture et de la Francophonie. On en sait un peu plus avec Malika Koulibaly. J'aimerais la voir souvent. Waouh, je suis jaloux. Sous un casque, comme si elles sont dans un salon de coiffure. Ceci pour montrer qu'on peut faire la lecture n'importe où et n'importe quand. L'OFL, l'opération Femmes et Lecture de la Bibliothèque nationale, veut encourager les femmes à s'intéresser à la lecture dans leur lieu d'activité comme dans les salons de coiffure. Il s'agit
de porter le livre là où les femmes, par semaine au moins, passent 1 à 2 heures, voire plus, eh bien, au moment où elles se rendent belles, eh bien, elles prennent aussi le temps d'enrichir leurs connaissances, de se distraire avec ce bel outil de connaissance qu'est le livre. Nous avons ouvert des bibliothèques à Abidjan, dans 3 quartiers, Cocody, Angré, Makori, et nous sommes allés ensuite à l'intérieur du pays. Ça marche parce qu'il y a des salons qui demandent même qu'on change les livres. Ça prouve que ça marche. Femmes et lecture, un projet qui intéresse également l'Institut Goethe. Éduquer une femme, c'est éduquer un peuple parce que ce sont toujours des femmes, ce sont des mères qui peuvent animer les enfants, apprendre à lire et réveiller l'envie de la lecture. Et ça, c'est pour moi, c'est très important. L'opération Femmes et lecture est un projet créé en 2013. Il compte s'étendre partout à Abidjan et à l'intérieur du pays. Notons que Cocody et Makori ont été les premières communes à avoir des mini-bibliothèques dans les salons de coiffure. En Afrique du Sud, Jacob Zuma a fait sa première apparition publique hier samedi après la publication du rapport explosif de l'ex-médiatrice de la République Tulishi Madonsela. La justice sud-africaine a ordonné mercredi la publication de cette enquête qui porte sur l'influence de la puissante famille d'industriels indiens Gupta, soupçonnés d'avoir appuyé la nomination de certains membres du gouvernement ou d'avoir obtenu des marchés publics frauduleusement. Loin d'apparaître ébranlé, le président Jacob Zuma n'a pas hésité à narguer ses détracteurs. Les troupes irakiennes engagées dans la bataille de Mossoul rencontrent depuis samedi une résistance acharnée des djihadistes de l'État islamique dans l'est et au sud de la deuxième ville du pays. Le nombre de déplacés fuyant les combats ne cesse de grimper depuis le 17 octobre, début de l'offensive des forces irakiennes. Et puis, sachez que le professeur de Kung Fu Wushu de l'université de Beijing en Chine, Luc Benza, chinois d'origine gabonaise, acteur, chorégraphe de Jackie Chan, est en Côte d'Ivoire à l'invitation de la menthe ivoirienne, un club de Kung Fu dirigé par Maître Koné Mamadou. Il est là pour une dizaine de jours pour former les pratiquants de cet art martial, le Kung Fu Wushu. Il a été reçu par le maire de Cocody, Ngouaka Mathias. Les séances de formation ont commencé au club municipal d'Adjamé. À la clé, il y aura la Montis Night, une nuit de compétition pour distinguer les meilleurs pratiquants de cette discipline, le Kung Fu Wushu en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour la première fois de son histoire, l'AS Tanda, le champion de Côte d'Ivoire en titre, vient de remporter le prestigieux trophée Félix Houphouët-Boigny. L'AS Tanda a battu le Sewesport de San Pedro sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Sanogo Issa que vous voyez sur ces images. Tout heureux. Le village de Niago 2 dans la région de Boclé a désormais un nouveau chef. Il s'agit de Nyalish Gawa. Il a été installé officiellement par le sous-préfet de Sago pour conduire la destinée de sa localité. Honorine Kakubla à Nigori. Le village de Niago 2 dans la région du Boclé peut désormais compter sur Nana Nyabli Gawa pour la conduite de sa destinée. Le nouveau chef officiellement installé a reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Sago, Ngbo Amon Beke. La situation des chefs de nos villages vient d'être régularisée. Face aux élections législatives qui se préparent pour la fin de l'année 2016, nos chefs ne doivent pas oublier qu'ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. Nana Nyabli Gawa, à cette occasion exceptionnelle, a exprimé sa reconnaissance à sa hiérarchie. Je suis le 5e chef aujourd'hui qui a un arrêté. Notre président qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, nous voudrions que Niago soit électrifié dans un bref de temps. Nous avons une grande collaboration avec nos chefs de communauté. Cela fait que la paix règne à Niago ici. Le fondateur de Niago 2, Auguste Lobé Dobré, a exhorté ses parents
à être solidaires de leur nouveau chef, car seule l'entente et le respect mutuel peuvent garantir le développement à Sago et Nyango 2. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'orientation des élèves en seconde, de l'affectation des écoliers en 6e et de bourses scolaires de la 6e à la terminale. Est-ce qu'elle existe encore, cette bourse scolaire? Quand et comment est-elle payée? Bref, notre invité est M. Ayekwe Kobon Jérôme, directeur de l'orientation et des bourses au ministère de l'Éducation nationale. C'est bien ça? C'est bien ça, merci. Merci. Alors, M. Ayekwe, vous allez nous présenter la direction de l'orientation et des bourses et dites-nous quelles sont vos attributions. Merci de l'opportunité qui m'est donnée ce matin ou ce midi pour parler un peu d'orientation. La direction de l'orientation et des bourses est chargée de la mise en œuvre de la politique d'orientation au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la gestion des bourses et du suivi du cursus. Pour conduire ces activités, elle dispose de 3 sous-directions. Il s'agit de la sous-direction de l'orientation scolaire, la sous-direction chargée de la gestion des bourses et la sous-direction du suivi du cursus. Voilà, en gros, ce qu'est la direction de l'orientation des bourses. Très bien. Alors la DOB, hein, c'est comme ça. La DOB, oui, c'est ça. Oui, la DOB s'occupe entre autres de l'affectation des écoliers en 6e, de l'orientation en seconde des élèves, de 3e. Alors, certains parents d'élèves se plaignent de ce que leurs enfants, de plus en plus jeunes, on a des enfants en 6e qui ont à peine 10 ans, 11 ans, alors, sont affectés loin de leur lieu de résidence et que leurs vœux pour l'affectation ne sont pas pris en compte. Que répondez-vous à toutes ces récriminations? Merci pour cette question, mais avant d'arriver à la réponse, je voulais d'abord lever une équivoque, parce qu'on confond souvent l'affectation à l'orientation scolaire. Et on assimile les attributions de la DOB aux résultats de la Commission nationale d'orientation. L'orientation scolaire est un processus d'encadrement et de continu qui vise à permettre à l'élève ou à l'apprenant à opérer un choix de vie qui soit en harmonie avec ses performances scolaires, ses intérêts, ses goûts, sa personnalité et en lien avec les objectifs de développement du pays. Vous parlez des récriminations des parents par rapport aux affectations. Je voulais décrire un peu le process pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe. Allez-y. L'affectation est faite sur la base des informations communiquées par les parents eux-mêmes. Donc, en début d'année, c'est-à-dire dans cette période, des fiches sont mises à la disposition des parents d'élèves pour exprimer des vœux d'établissement. Ces fiches seront collectées par les inspections de l'enseignement primaire et saisies. Le fichier est transmis par la suite à la direction de l'orientation et des bourses qui fait un contrôle pendant 4 semaines. On fait un contrôle de conformité pour voir est-ce que ce qui est saisi est conforme à ce qui est écrit. Conscient de ce fait que nous pouvons commettre des erreurs, ce fichier est mis à la disposition du grand public sur le net. Et des communiqués sont faits à la radio, à la télé, dans les lieux de culte, pour appeler l'attention des parents pour dire consultez la plateforme. Au cas où ce que vous avez sollicité n'est pas conforme à ce qui est écrit, vous avez la possibilité de changer. Les lieux de culte, les mosquées, les églises, il y a des communiqués qui sont diffusés. Les animistes. Dès que les résultats du CEP sont publiés, il y a un communiqué qui est affiché en même temps que la publication des résultats pour informer les parents. Donc les administres se retrouvent dans ce lot-là. Très bien. Donc c'est sur la base des informations communiquées qu'on fait l'affectation. Donc on prend pour un établissement donné, je prends le lycée d'Angré, on prend tous les élèves qui ont sollicité ce lycée en premier vœu, dans un premier temps. Si au plan national, il y a 1000 élèves qui ont demandé en premier vœu à aller au lycée d'Angré et que l'établissement ne dispose que de 400 places, on ne prend que les 400 premiers qui ont sollicité le lycée d'Angré. Vous pouvez avoir une moyenne supérieure à la moyenne de votre camarade qui a exprimé les premiers vœux, mais à partir du moment où votre vœu n'a pas été contrôlé et pris en compte, vous ne pouvez pas rentrer au lycée d'Angré. Donc c'est dans l'ordre prioritaire des vœux que les affectations sont faites. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer
ces récriminations qui découlent du fait que les parents ne sont pas satisfaits du lieu de résidence, enfin du lieu d'affectation des élèves, il y a des sources multiples. La première cause, c'est le changement de lieu de résidence pendant le déroulement des activités de la commission nationale d'orientation. La deuxième source, c'est la non-implication effective des parents d'élèves dans le remplissage de ces fiches. La troisième source, c'est le remplissage de ces fiches par les élèves eux-mêmes, en fonction de leur intérêt. Donc, le lieu n'est pas d'incriminer les parents, mais... Vous disiez tout à l'heure que ce sont les parents qui doivent remplir. Oui, mais c'est que souvent, si les parents ne se préoccupent pas de remplir, l'élève remplit sans informer le père. Et comme lui, il a un ami qui est dans une localité ou dans une ville, il souhaite le retrouver et remplir en mettant ses localités. Parlant des élèves, qui eux-mêmes remplissent ces fiches au lieu et place des parents. Donc je demande aux parents eux-mêmes de remplir ces fiches et de les déposer par eux-mêmes à l'école. Parce que vous pouvez remplir et remettre à l'élève, mais chemin faisant, il peut déposer un autre document à votre place. Donc voici les sources. Ils imitent la signature des parents. Oui, parce qu'il n'y a pas une base de données de signature pour confronter les signatures, pour voir est-ce que c'est la signature du parent ou non. C'est l'information qui est portée sur le document qui compte pour nous. Qu'en est-il du suivi de ces élèves par les conseillers d'orientation, les inspecteurs d'orientation? Je dis tout à l'heure, en définissant la mission de la direction d'orientation des bourses, que l'orientation est un processus continu d'encadrement du suivi psychologique. Les conseils d'orientation qui sont dans les différents établissements sont chargés d'identifier les difficultés liées à l'apprentissage de chaque élève et d'apporter une réponse. Voici la mission des conseils d'orientation. Très bien. Alors nous allons parler maintenant de bourses scolaires, mais avant nous allons suivre ce micro. Toto, regardez. Concernant la bourse, j'ai déjà touché ma bourse seconde, première. Et pour terminale, il reste à nous donner la date pour les retirer. En première année, on a eu à remplir les dossiers pour déposer. Et cette année, la liste des boursiers est sortie et j'ai vu qu'il y a mon nom. L'année passée, je n'ai pas pu déposer parce que je ne savais pas. Ça existe, mais c'est beaucoup plus sélectif. Les éléments qui sont pris en compte, généralement, on dit c'est la situation familiale, plein de choses comme ça. Je suis boursière, mais je n'ai jamais reçu ma bourse depuis la classe de 6e. Je me rappelle que chaque trimestre, quand on maintenait notre bourse, les éducatrices venaient nous faire signer. Mais ils ne nous ont jamais donné. Ils nous ont dit à la mairie, mais on est parti, ils ne nous ont jamais donné. Jusqu'à présent. En notre temps, la bourse existait, mais maintenant, je ne sais plus si ça existe effectivement. On attend par-ci, par-là qu'il y a certains élèves qui sont boursiers, mais la plupart ne sont pas boursiers, de sorte qu'on croirait que la bourse n'existe même pas. Il y a certains qui se plaignent pour dire qu'effectivement, ils ne savent pas sur quels critères se battre pour donner les bourses. Donc si on pouvait quand même vulgariser les informations sur ces critères, peut-être que ces élèves-là comprendront ou peut-être même pourront faire des efforts pour mériter ces bourses-là. Monsieur Ayokwe, vous avez suivi la jeune élève, elle est boursière depuis la 6e, mais elle n'a jamais perçu sa bourse. Mais comme elle n'a pas dit dans quelle classe elle est actuellement? Oui, c'est pas précisé, mais Mais je voulais dire... Oui, c'est pas précisé, mais elle est en année supérieure, certainement en 5e, en 4e ou en 3e. L'instrument de motivation supplémentaire qu'est la bourse qui a été instituée par l'État demeure. Et la bourse est toujours attribuée aux élèves méritants. Je dis bien aux élèves méritants. De la 6e jusqu'à en 3e, pour bénéficier de la bourse, il faut avoir au moins 12 de moyenne. 12 de moyenne. Mais pour prétendre renouveler la bourse, il faut avoir été bénéficiaire à l'entrée du cycle. Quand j'entre en 6e... En 6e, on peut avoir la bourse. De la bourse. Si je n'ai pas la bourse en 6e, je ne peux plus avoir la bourse. Ce n'est qu'à partir de la seconde. De la seconde. C'est voilà. Par cycle. C'est par cycle. Mais pour cette jeune dame-là, chaque année, apparemment, elle remplit des documents oui, et puis il n'y a rien. Puisque comme elle est boursière depuis la 6e, si elle remplit les critères de performance, sa bourse est renouvelée automatiquement. Maintenant, le paiement des bourses se fait dans les trésoreries. Et chacune des trésoreries a des fortunes diverses. Ici à Abidjan, les bourses sont payées jusqu'en 2016. Mais nous sommes en discussion avec le directeur des affaires financières pour voir avec le ministère de l'économie et des finances dans quelle mesure les bourses pourraient être payées par anticipation à l'image des bourses hors Côte d'Ivoire. C'est un projet
Nous pensons que d'ici là, on va apporter une amélioration au paiement des bourses dans les différents établissements. Et pour cette jeune élève, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est possible? D'abord, il faut qu'on vérifie est-ce qu'elle remplit les conditions. Tout à fait. Donc, si elle nous écoute, qu'elle pourrait passer à la direction de l'attribution des bourses, à l'immeuble Alpha 2000, pour qu'on puisse voir est-ce qu'elle respecte les conditions et chercher à comprendre les raisons pour lesquelles elle n'a pas été payée. Alors, la bourse est estimée à combien? Depuis des années, à notre époque, dira-t-on, hein, c'était 12 000 francs chaque trimestre. Est-ce que c'est le même montant? Nous sommes en 2016. Je dirais, malheureusement ou heureusement, c'est le même montant. Heureusement parce que l'État de Côte d'Ivoire a réussi à maintenir l'existence de la bourse. Heureusement. Mais il ne faudrait pas voir le montant de la bourse. Quelle est la valeur symbolique de la bourse? Être boursier fait de vous un élève différent de l'autre. Vous bénéficiez de l'appui de l'État. C'est un trait distinctif. L'État indique la voie. Il revient aux collectivités locales, régionales, aux mutuelles des villages et villes de mettre en place des systèmes de motivation des élèves de sorte à créer la concurrence au sein des élèves pour que la qualité soit de mise à l'école. Si chaque village, en 5 ans, octroie la bourse aux meilleurs bacheliers de leur localité pour aller en Europe, au bout de 10 ans, la Côte d'Ivoire va disposer de ressources humaines qualifiées, formées dans les grandes universités et écoles de l'étranger. Donc n'attendons pas que ce soit l'État seul qui fasse cet effort. L'État nous a indiqué la voie. Il revient aux entreprises, aux individus, aux collectivités d'emboîter le pas. Est-ce qu'il y a des entreprises en Côte d'Ivoire, vous en tant que directeur de l'orientation et des bourses, des entreprises qui suivent cet exemple? Aider des élèves volontairement. Comme je ne pourrais pas citer le nom, nous avons eu l'appui d'une fondation qui opère dans le domaine d'une téléphonie mobile, qui a mis à la disposition de 36 élèves qui partaient en seconde il y a 3 ans, des bourses, et avec les kits, les manuels scolaires, tout pris en charge. Il y avait 36, et pour renouveler la bourse, pour ces 36, il fallait avoir au minimum 14 de moyenne. Sur 36, en terminale, on a retrouvé 32 élèves. Ça veut dire que les élèves, cet instrument a permis aux élèves de se surpasser. On n'a perdu que 4 élèves chemin faisant, qui ont eu entre 12 et 13 de moyenne. Mais tout le reste, entre 16 et 17 de moyenne, qui ont tous réussi au baccalauréat et orientés dans les grandes écoles. Et cette fondation continue d'appuyer ces élèves, même à l'enseignement supérieur. Donc, c'est le lieu d'inviter les autres entreprises, qui sont des entreprises citoyennes, à faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire puisse bénéficier de leur largesse. Soutenir l'État de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose pour l'entrée en 6e et en seconde. Les conditions, parce que vous avez dit pour avoir la bourse, c'est de façon cyclique. Pour avoir la bourse, quelles sont les conditions précisément? Pour cette année, 2016-2017, pour être éligible à la bourse en 6e, il faut avoir 150,08 points. Oui, ça fait environ 17 de moyenne. 17 de moyenne. Et en seconde, 13,94 de moyenne comme moyenne d'orientation pour avoir la bourse en seconde. Et il y en a? Il y a un effectif de 3735 élèves en 6e qui sont éligibles à la bourse et 1867 en seconde. Être éligible et recevoir la bourse, ça fait 2. Vous êtes éligible, il y a un dossier à constituer. Très bien. La bourse n'est attribuée qu'aux nationaux. Donc vous pouvez être dans la fourchette de moyenne, mais si vous n'êtes pas natif, vous ne pouvez pas avoir la bourse. D'accord. Alors, vous avez parlé d'encadrement rapproché et de suivi des élèves. Ça fait partie de vos missions. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas d'espèce? Dans le cadre des missions de la sous-direction qui est chargée de suivi du cursus, nous avons développé un applicatif qui est mis à la disposition de tous les établissements, qui permet à la fin de chaque trimestre de classer les élèves en 3 catégories. Les élèves qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, ceux dont la moyenne est comprise entre 8,50 et 9,99, et ceux qui ont une moyenne inférieure à 8,50, ça veut dire qu'ils sont exclus si l'année scolaire s'arrêtait en ce moment-là. Et le chef d'établissement, entouré de l'ensemble de l'équipe éducative,
analyse les résultats des élèves, cherche à comprendre pourquoi les élèves ont réalisé une telle performance et apporter les remédiations de sorte que les élèves puissent passer d'un groupe à un autre groupe. Alors, orientation, affectation des écoliers, des élèves, c'est tellement important. Est-ce que vous avez le personnel qu'il faut pour faire tout ce travail au niveau de votre direction? Si on parle en termes d'orientation, le personnel est en nombre insuffisant. Mais on s'appuie toujours sur les éducateurs, les professeurs principaux pour conduire cette mission. Sinon, on dispose que de 860 inspecteurs d'orientation au plan national. C'est très peu, parce que le ratio, c'est un inspecteur d'orientation pour 600 élèves. On a 1 800 000 élèves, donc vous calculez, vous allez voir combien de conseils d'orientation il nous faut exactement. Mais nous trouvons des solutions palliatives en nous appuyant sur les professeurs principaux et les éducateurs pour conduire la mission d'orientation scolaire sur le terrain. Et parmi les solutions, vous avez des journées carrières. Nous avons des journées carrières dont la 5e édition va se dérouler à Bengourou cette année. Et je profite de l'occasion pour dire qu'à la 4e édition, la présidente de l'Association internationale d'orientation scolaire était en Côte d'Ivoire. Au regard de ce qu'elle a constaté au congrès de Madrid qui va se dérouler le 15 novembre, la Côte d'Ivoire est invitée à prendre la parole pour partager son expérience en matière d'orientation scolaire aux autres pays. Donc ça veut dire qu'il y a des résultats probants qui sont obtenus à ce qui se fait en Côte d'Ivoire. M. Alouassa. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet entretien, c'est également la fin de cette édition. Merci M. Ayekwe d'avoir répondu à nos préoccupations, mesdames et messieurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.